Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 5e webinaire consacré au logiciel Robot Structure Analysis. Je suis Guillaume Chazal et je serai aidé par mon collègue François Augière qui répondra à vos questions tout du long de la présentation. Le sujet d'aujourd'hui sera donc le dimensionnement béton, procédure pour le dimensionnement, plaque et coque, dalle, voile et semelle filante sous voile. Alors nous souhaitons... Petit souci avec la présentation. Nous souhaiterions vous rappeler que les enregistrements de nos précédentes sessions ainsi que les présentations PowerPoint associées sont disponibles en téléchargement sur notre forum. Les liens de téléchargement sont disponibles sur cette diapo. Nos prochaines sessions seront annoncées via les invitations email, nos forums, blogs et réseaux sociaux. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas le principe, nous souhaitions également rappeler quelques points essentiels concernant les webinars. Donc ces sessions de webinaires ont pour but de traiter un sujet particulier orienté support, c'est-à-dire dans l'optique d'apporter une ou des solutions aux problèmes et questions les plus récurrentes sur le sujet. Et ces sessions sont composées donc d'une phase de présentation d'une durée de 20 à 40 minutes pendant laquelle vous pourrez à tout moment poser vos questions via l'application de chat de GoToMeeting. Et une fois la présentation terminée, on consacrera le reste de l'heure à répondre à vos questions. Donc dans cette diapo, nous avons regroupé les liens vers les ressources les plus couramment consultées, comme la page dédiée aux articles techniques, la boîte à idées dans laquelle vous pouvez exprimer en français ou en anglais vos demandes de développement ou d'amélioration, et la page dédiée aux commentaires de webinaires auxquels vous avez assisté et qui contient entre autres les réponses à l'ensemble des questions posées durant les sessions précédentes. Nous avons également profité de l'occasion pour vous informer de la sortie du service PAC 1 de Robot Structure Analysis 2016 ainsi que du Hotfix 2. Nous avons mis le lien vers la page du forum qui contient le détail des corrections apportées sur ces deux correctifs. Donc dans cette session, nous allons parler du dimensionnement des dalles, voiles, poutres voiles et semelles filantes. Donc nous allons essayer de vous fournir des conseils au niveau de la création du modèle de calcul, la création des cas de charge, des combinaisons associées et par rapport à l'application des paramètres réglementaires qui déterminent la manière dont seront dimensionnés ces éléments. Enfin, nous vous proposerons des solutions aux erreurs les plus courantes et nous vous fournirons quelques astuces dans ce domaine qui, je l'espère, vous seront utiles. Nous pouvons déjà vous annoncer le sujet du prochain webinaire qui sera Trucs et astuces dans Robot, dont le but sera de vous fournir un maximum d'astuces qui devraient à terme vous permettre de gagner du temps dans l'utilisation du logiciel. Alors pour commencer, peu importe le type de structure à dimensionner, il est extrêmement important de créer le modèle de calcul de façon à pouvoir par la suite facilement dimensionner les différents éléments le composant. En définissant par exemple une dalle en plusieurs panneaux, permettant de clairement identifier les travées, il vous sera alors par exemple plus facile de gérer les conditions d'appui de chaque panneau et d'appliquer les paramètres de ferraillage adaptés. Il vous sera notamment plus simple d'indiquer les limites de flèche dans ce cas. L'autre avantage de scinder les dalles en panneaux distincts entre travées est qu'il permet de calculer correctement les valeurs de flèche fissurées dans le cas de l'utilisation de la méthode de rigidité équivalente. La raison à cela est que lors de l'utilisation de cette méthode, la flèche est calculée à partir des déplacements déterminés lors de l'analyse statique et d'un coefficient de rigidité équivalente calculé pour le panneau entier. Ainsi, dans le cas où la dalle est composée d'un seul panneau, lui-même composé de travées, de géométrie et de charges différentes, les résultats obtenus peuvent ne pas être suffisamment précis. Dans ce cas, il est alors recommandé d'utiliser la méthode de mise à jour lors de la rigidité. Il est possible d'obtenir un comportement unidirectionnel dans une dalle, dans un modèle, en appliquant une épaisseur orthotrope telle que décrit sur la diapositive actuellement affichée à l'écran. Faites particulièrement attention à la direction d'orthotropie. Attention également à ne pas confondre direction d'orthotropie et une redistribution simplifiée unidirectionnelle des charges appliquées à la dalle telle que vous pourriez l'obtenir en utilisant un panneau de chargement ou un modèle de calcul simplifié. Dans Robot, il existe deux solutions permettant de définir un sol élastique pour un radier, soit en définissant cette élasticité directement dans l'épaisseur du panneau, tel qu'illustré sur l'image de cette diapositive, ou alors en créant un nouvel appui surfacique que vous affecterez au panneau. Personnellement, je vous recommande la première solution, c'est-à-dire la définition de l'élasticité directement dans l'épaisseur du panneau, celle-ci étant facilement accessible et surtout permettant par la suite d'obtenir une cartographie des réactions du sol, chose que la seconde solution ne permet pas. Quelle que soit la solution que vous choisirez, pensez à ne pas appliquer ces deux définitions sur le même panneau. Dans le cas contraire, les élasticités vont s'ajouter. Dans Robot, il existe deux solutions qui vous permettent de connecter des dalles qui ne seraient pas situées au même niveau, soit en créant un panneau vertical entre deux panneaux, ou en les liant par des liaisons rigides. Donc, je vais vous remontrer rapidement comment appliquer la deuxième solution. Donc, je vais créer deux dalles. Je vais me placer déjà dans le plan XY. Et je vais créer deux dalles de dimension quelconque. C'est pour l'exemple.
qui seront donc situées dans des niveaux différents et que je vais lier entre elles par des liaisons rigides. Donc je commence par créer ce premier panneau et je vais générer le maillage. Je vais ensuite copier cette dalle dans la direction X et ensuite la déplacer dans la direction Z, par exemple de 1 mètre vers le haut, peu importe. Et donc suite à ça, l'idée donc va être de lier l'ensemble des nœuds qui composent les éléments finis de la dalle du bas, par exemple, avec celle du haut. Et donc pour ça, je vais aller dans Structure, Caractéristiques additionnelles et Liaison rigide. Je vais créer une nouvelle liaison rigide, qui s'appellera, pour l'exemple, liaison 1, peu importe, et je vais bloquer tous les degrés de liberté. Pour l'affecter, j'ai deux solutions. La plus fastidieuse d'entre elles, ce serait la mode d'affectation manuelle, où il me faudrait cliquer à chaque fois nœud maître, nœud esclave. Ici, pour gagner du temps, je vais le faire suivant la liste. Et je vais faire une sélection des nœuds mètres. Donc pour ça, je clique dans ce champ-là et j'indique que tous mes nœuds mètres sont ces nœuds-là. Faire attention de ne pas sélectionner le panneau. Voilà. Le vecteur, je le connais, c'est 1 mètre, puisque les dalles sont séparées d'1 mètre, donc c'est 0, 0, 1, et le rayon de portée, donc 1 mètre. Et après avoir cliqué sur Appliquer, voilà ce qu'on obtient. On a créé rapidement et facilement des liaisons rigides qui lient les deux panneaux situés sur des niveaux qui sont donc différents. Alors comme pour les poteaux, les voiles doivent également être définies entre étages plutôt qu'en un seul panneau défini depuis le niveau fondation jusqu'au dernier niveau. De cette façon, vous aurez facilement accès aux efforts réduits au niveau de chaque étage et vous éviterez par la même occasion d'obtenir des problèmes de maillage tels que décrits dans nos deux premiers webinaires. Vous pouvez grouper les voiles en un noyau, ce qui vous permet d'afficher les résultats d'une façon similaire à un poteau, c'est-à-dire le long d'un axe neutre. La définition de noyau est basée sur la sélection des panneaux réalisés par l'utilisateur. Donc, je vais vous montrer sur un exemple de quelle manière on peut créer ce noyau et quels sont les résultats accessibles. Donc le fichier qu'on va utiliser pour la présentation en partie, ça va être celui-là. Je vais me placer dans le bureau géométrie. Ici, pour gagner du temps, étant donné qu'il y a une analyse sismique, le modèle est assez gros, etc., on a déjà créé le noyau. Donc je peux vous montrer les objets qui font partie de ce noyau. Donc je peux les sélectionner en indiquant que je veux sélectionner des objets de type panneau et le noyau que j'ai déjà présélectionné. Donc il est ici. Pour le voir intégré dans la structure, je peux utiliser les plans coupants et je vais l'isoler dans une nouvelle fenêtre. Donc pour créer un noyau, l'idée c'est de sélectionner tous les panneaux qui doivent être intégrés dans un noyau et je vais ensuite dans le menu déroulant structure, caractéristiques additionnelles et noyau. Donc je lui donne un nom, éventuellement une couleur, et surtout, donc je vais donner la sélection des panneaux qui doivent être inclus dans ce noyau. Et ensuite, en cliquant sur Ajouter, ça va simplement m'ajouter le noyau avec la liste des panneaux dans ce tableau-là. Et à cette étape-là, le noyau est créé. Après calcul, vous aurez accès à des résultats supplémentaires qui se trouveront dans Résultats et Diagramme bâtiment. Donc là, l'onglet Noyau, vous pouvez par exemple afficher les forces FZ. Si j'affiche des descriptions, mettons sous poids propre, voilà ce qu'on va obtenir. Donc vous voyez que de la même manière qu'on peut obtenir des résultats pour des barres le long d'un axe neutre, on peut le faire aussi pour un noyau. Il faut savoir que les résultats de type noyau sont des forces dépendantes de l'orientation du repère global. Et on peut retrouver aussi ces résultats-là dans un tableau, donc menu déroulant résultats, noyau, à l'onglet valeurs, et comme n'importe quel tableau d'un robot, on peut le filtrer, mettons sur les cas de charge, et là on voit qu'il a créé un filtre, on va dire, par noyau, par étage, et il réalise 2 coupes par étage, et donc par cas. Et ces 2 coupes sont réalisées juste dessous, juste au-dessus, sur le haut de l'étage, juste en dessous du bas de l'étage suivant, et juste en dessus de l'étage précédent.
Alors dans Robo, il existe deux façons permettant de créer des ouvertures dans un panneau. La première, c'est celle affichée dans l'angle supérieur droit de cette diapositive, permet de créer facilement des ouvertures dans des panneaux verticaux, donc des voiles. La seconde permet de définir des ouvertures ou des surépaisseurs de panneaux dans des panneaux définis dans un plan horizontal ou arbitraire. Si vous souhaitez exporter des poutres voiles depuis un modèle de calcul vers le module d'exécution, pensez à définir l'attribut élément de construction, donc on voit ici dans le gestionnaire d'objets qui est entouré en rouge. Pensez à le définir comme panneau plutôt que voile. La répartition du ferraillage réel de ces panneaux est alors dans ce contexte fonction des résultats du ferraillage théorique obtenus en supposant les moments hors plan nuls. Vous pouvez utiliser les propriétés avancées des appuis pour définir des appuis élastiques dont l'élasticité sera automatiquement définie et renseignée basée sur les dimensions réelles des éléments supports que vous choisirez, comme les poteaux ou les voiles, comme on peut voir sur la capture d'écran. Cette définition d'appui peut être utile pour réduire des valeurs d'effort excessifs dans les zones d'appui en prenant en compte une élasticité. Donc dans l'exemple présenté ici, les raiders sont automatiquement recalculés en fonction des dimensions des poteaux et des voiles définies par l'utilisateur. Donc pour y accéder, dans la définition d'appui, on clique sur Avancer et on choisit, donc quand on est sur un type d'appui nodal, on va pouvoir indiquer des dimensions de poteaux et ses longueurs. Et à partir des dimensions, donc, de l'ensemble de ces dimensions, plus les caractéristiques de matériaux, Robo est capable de redéterminer des raiders dans les directions des degrés de liberté ou libérés. Et le même est applicable pour les appuis linéaires, donc en supposant une épaisseur de voile. Alors comme pour les barres, par défaut, Robo suppose que la liaison entre les panneaux est une liaison permettant le transfert des moments de flexion, c'est-à-dire une liaison encastrée. Pour créer une liaison articulée, il vous faudra créer un relâchement linéaire le long du ou des bords articulés. Attention, appliquer des relâchements le long de bords libres, c'est-à-dire non connectés à d'autres panneaux, ou appliquer ces relâchements à tous vos panneaux, conduiront à obtenir une instabilité durant le calcul, du fait de la création de nœuds de calcul qui ne seront de fait pas rattachés au reste du modèle. Alors dans Robo, l'effet travée chargé-déchargé n'est pas automatiquement pris en compte. Pour prendre en compte cet effet, vous devez créer vos charges d'exploitation dans des cas d'exploitation séparés et les appliquer aux différentes travées. Ensuite, en utilisant le générateur de combinaison automatique, étant donné l'opérateur logique affecté par défaut sur ce type de cas de charge, vous obtiendrez les différents schémas de chargement possibles. L'application du poids propre à un bâtiment complet à plusieurs étages peut conduire à obtenir un raccourcissement irréaliste des poteaux des étages supérieurs. Pour éviter cet effet, vous pouvez appliquer le poids propre de la structure par phase. Étant donné le temps restant, nous n'aurons pas le temps d'étudier plus en détail cet aspect dans la présentation, mais si cela vous intéresse, je vous recommande de visionner la vidéo réalisée par un de nos collègues qui détaille précisément la marche à suivre. Le lien vers la vidéo a été intégré à la diapositive. C'est le lien du bas. Donc il est nécessaire de générer l'ensemble des combinaisons réglementaires pour que les modules de ferraillage puissent correctement réaliser les vérifications réglementaires. Par exemple, la vérification de l'ouverture des fissures doit être réalisée sur les combinaisons ELS quasi permanentes selon l'Eurocode 2. Si elles ne sont pas générées, donc la vérification risque de ne pas être faite. La façon de générer ces combinaisons a été traitée durant notre webinaire consacré au dimensionnement acier. Si vous souhaitez savoir comment les générer, je vous recommande de visionner la vidéo de cette session disponible sur notre chaîne YouTube. Donc pour le calcul du ferraillage théorique des plaques et coques, vous devez décider quels sont les efforts internes à considérer. Il est donc possible d'exclure certains types d'efforts, dont les valeurs faibles, voire négligeables, peuvent dans certains cas conduire à obtenir une section d'acier surestimée, du fait de l'application de la section minimale calculée en supposant l'élément soumis à un certain torseur d'effort. Par exemple, le calcul de la section d'acier d'une dalle peu chargée, il est possible du coup que celle-ci soit soumise à des efforts de membrane faibles ou normalement négligeables, du fait de sa géométrie ou de son chargement. Et la section d'acier minimale d'une section n'étant pas calculée de la même manière pour certains codes de calcul, si la section est considérée en flexion simple ou en flexion composée, il est alors possible d'obtenir une section d'armature minimale qui soit par exemple surestimée. Donc la sélection des diamètres d'armature à l'onglet ferraillage du paramètre réglementaire n'est pas utile uniquement pour déterminer les bras de levier et les sections d'acier nécessaires pour maîtriser la fissuration, mais peut également influencer la section minimale à mettre en place. C'est donc pour cette raison que certaines conditions réglementaires, comme l'application de l'article encadré sur la capture d'écran, donc le 9.3.1.1.3 concernant l'espacement maximal, sont activables ou désactivables par l'utilisateur.
Pensez au fait que sélectionner lors du calcul du ferrage théorique des diamètres surestimés peut conduire à obtenir une section d'acier également surestimée. Cependant, il vous sera de toute façon possible par la suite, durant la phase de ferraillage réel, de modifier les diamètres de barre si nécessaire. Si au contraire vous sélectionnez des diamètres d'armature trop faibles, lors de la phase du ferrage théorique, cela risque d'avoir une influence au niveau de l'ouverture des fissures, ce qui nécessitera une section d'acier théorique plus élevée. Donc dans Robot, d'un point de vue ferraillage théorique, il existe deux possibilités permettant de maîtriser la flèche fissurée. Vous pouvez cocher la case à coche correction du ferraillage en face du critère de flèche dans le paramétrage. Donc ici, celle encadrée en rouge. Cela aura pour conséquence d'augmenter la section d'acier dans les zones où la rigidité de la dalle est la plus faible. La deuxième solution, c'est de définir une limite d'ouverture de fissure plus faible pour les panneaux pour lesquels il est nécessaire de réduire la flèche. Cette seconde solution permet d'obtenir une distribution des sections d'acier plus uniforme que la première. Alors je vous montrerai dans un exemple un peu plus tard les différences de résultats qu'on peut obtenir en appliquant les deux méthodes. Donc dans Robot, il existe deux méthodes permettant de calculer la flèche fissurée. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, la méthode de rigidité équivalente, dite élastique, calcule la flèche à partir des déplacements déterminés lors de l'analyse statique et du coefficient de rigidité équivalent calculé pour le panneau entier. Pour que cette méthode soit précise, comme nous l'avons vu précédemment, il faut créer des dalles en plusieurs panneaux entre appuis pour que la raideur fissurée moyenne soit déterminée pour chacun d'entre eux plutôt que sur la dalle en entier, qui pourrait avoir des comportements différents sur chacune de ces travées. La méthode de mise à jour de la rigidité attribue à chaque élément fini surfacique des paramètres de fissuration, puis réalise un nouveau calcul statique sur la base de ce nouveau modèle de calcul. Les calculs sont réalisés pour une combinaison ELS en particulier, que vous pouvez sélectionner dans la liste déroulante située en bas à droite de la boîte de dialogue, donc ici. Donc dans le calcul du ferraillage théorique, la case à coche effort dimensionnant moyenne globale, qui est encadrée sur la diapositive, est prévue pour être utilisée pour le calcul des dalles composées de plusieurs panneaux, tous créés dans le même plan, et lorsqu'aucun autre panneau hors plan n'est connecté à cette dalle. Dans les autres situations, cette option doit être désactivée, car vous risquez alors de lisser des valeurs obtenues pour différents types d'efforts ou de lisser des efforts qui ne devraient pas être lissés. Sur cette diapo, on peut voir ici le résultat obtenu pour un lissage global sur la capture d'écran de droite et pour un lissage à l'intérieur du panneau sur la capture d'écran de gauche. Et donc là, on voit, comme expliqué sur la diapo d'avant, que le fait d'avoir des panneaux qui soient définis dans des plans différents, il est alors incorrect de lisser des valeurs de moment de flexion obtenues à l'intersection des panneaux. On le voit nettement sur la capture d'écran de droite. Alors comme les valeurs des moments de flexion au-dessus des appuis sont plus importantes qu'en réalité, vous pouvez utiliser la valeur moyenne déterminée sur la base des moments de flexion situés dans les éléments finis surfaciques voisins. Pour cela, il faut activer l'option réduction des forces au-dessus des poteaux et des voiles. Vous pourrez observer une influence d'un point de vue résultat en utilisant cette option uniquement si vous avez défini des paramètres géométriques aux appuis produisant le moment de flexion ou si ces appuis sont des barres ou des panneaux. Donc le but de cette option est d'utiliser les valeurs d'effort situées au niveau des bords de l'appui plutôt que celles situées au centre. Ce principe est assez similaire à celui utilisé dans le module de ferraillage réel des poutres en fonction du type d'appui choisi. Dans le cas d'un panneau élément fini, les valeurs des efforts sont prises au nœud ou au centre des éléments finis. Ainsi, la taille de maille au droit de l'appui conditionnera la portée de cette réduction. Dans les deux diapositives suivantes, nous allons voir que la taille de maille a un effet, est en effet un paramètre important par rapport à l'utilisation de cette fonction. Donc ici, vous pouvez observer les valeurs des moments de flexion sur les appuis intermédiaires sans réduction en fonction de la taille de maille. Ces dalles correspondent d'un point de vue géométrie et charge à la poutre béton qu'on a vu sur la diapo d'avant. L'appui intermédiaire est considéré comme un voile de 30 cm d'épais. La taille de maille au droit des appuis intermédiaires est égale à 5 cm pour le panneau du haut, puis 10 cm sur le second, 30 sur le troisième, 50 sur le quatrième et enfin 1 mètre sur le dernier. Maintenant, on peut voir sur cette capture d'écran l'impact de la réduction sur les valeurs des moments de flexion en fonction de la taille de maille. Pour le premier panneau ayant une taille de maille très en dessous des dimensions de l'appui, on peut voir que la valeur reste élevée au droit de l'appui. Plus on descend vers les panneaux du bas ayant des tailles d'éléments plus grandes, plus la réduction est importante. On constate que les résultats les plus satisfaisants sont obtenus pour les panneaux 2 et 3 en partant du haut, dont la taille de maille au droit de l'appui est respectivement de 10 et 30 cm pour une largeur d'appui de 30 cm. Cela confirme donc que la taille de maille au droit de l'appui, dont une réduction est prévue, doit être comprise entre la largeur d'appui et la demi-largeur de ce même appui.
Depuis la version 2015 de Robot, il est possible de dimensionner une semelle filante sous un voile par un simple export depuis la structure. Pour cela, il faut donc créer un appui linéaire sur le voile appuyé. Puis après calcul, sélectionner tous les nœuds d'appui et dérouler le menu déroulant dimensionnement, ferraillage réel élément BA. Cela créera donc une semelle filante dans le module semelle isolée. Donc ce dimensionnement, il est basé sur les valeurs des réactions lues sur chaque appui appartenant à l'appui linéaire ramené au mètre linéaire. Cela réalisé automatiquement en fonction de la distance entre chaque appui. Donc ça, je vais vous montrer rapidement sur le modèle qui nous sert de support aujourd'hui. Donc le voile qu'on va utiliser, ça va être celui-là. Voilà. Donc il y a un appui linéaire qui a été défini. Et comme on l'a dit, le principe de l'export, c'est de sélectionner tous les nœuds qui sont situés en pied de voile et les envoyer vers le module exécution. Donc là, il va me falloir sélectionner tous les nœuds. J'ai deux solutions, soit je fais un carré de sélection, soit je sélectionne mon panneau. Et je vais dans la boîte de dialogue de sélection, et je demande au logiciel de me sélectionner tous les nœuds pour lesquels il y a un appui quelconque, mais je veux que ces nœuds d'appui appartiennent forcément à ce panneau 1745. Donc ça sera ma sélection. Ensuite, je peux, pour m'assurer de bien sélectionner les bons nœuds, je peux tout désélectionner et ensuite coller cette sélection en haut dans la sélection des nœuds. Et j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton ferraillage réel des éléments BA. Donc comme pour n'importe quel autre élément BA, le logiciel va me proposer les cas que je souhaite importer dans le module. Donc ici, je vais importer les cas simples. Je valide. Et donc une fois importé, voilà, on remarque que Robot a bien récupéré la longueur du voile. On voit ici en gris les nœuds d'origine et d'extrémité de ce voile. Pour l'exemple, je vais fixer la hauteur du fût à 0 et on va aller voir ce qu'il a récupéré d'un point de vue charge. Voilà. Donc dans la colonne groupe, en fait, on retrouve les nœuds d'appui, en fait, qui servent d'appui au voile. Et pour chaque nœud d'appui, pour chaque cas, Robot a récupéré les réactions d'appui linéarisées. Pour l'exemple, donc je vais utiliser, juste pour vous faire voir ce que ça donne d'un point de vue résultat et ferraillage, donc cette méthode. Et suite au calcul, voilà, donc on voit que Robot a bien généré du ferraillage réel sur une semelle filante. Donc comme on peut le voir là sur la nouvelle diapo, l'orientation du repère local du panneau impose l'orientation qu'aura la dalle une fois dans le module de ferraillage des dalles. Le module de ferraillage réel des dalles reconnaît les dalles en fonction de la sélection des panneaux réalisés par l'utilisateur. La procédure d'export d'une dalle est similaire à celle utilisée pour n'importe quel autre élément béton. Donc ici, on a sélectionné plusieurs panneaux créés en panneaux différents, distincts, et le logiciel identifie bien cette sélection de panneaux comme une dalle à part entière. Donc la répartition du ferraillage réel dans une dalle est basée sur la répartition des zones créées automatiquement ou manuellement. Donc je vais vous faire voir sur un autre exemple comment ferrailler manuellement une dalle sur la base en créant en fait manuellement les zones. Donc pour ça, je vais me servir de cet exemple-là qu'on a créé. Et je vais profiter de cet exemple pour vous montrer ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la maîtrise, on va dire, de la flèche fissurée en fonction des deux méthodes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire limite de la flèche ou en imposant, en diminuant la tolérance sur la fissuration. Donc le paramètre qu'on a utilisé ici pour tous les panneaux, donc les 6 panneaux qui sont identiques d'un point de vue charge et géométrie, c'est celui-ci. C'est-à-dire en paramètre ELS, on a limité la flèche à 5 cm. Si je calcule donc tous les panneaux, on voit ici dans la fenêtre de message que sur les 6 panneaux, il y en a 4 qui ne sont pas vérifiés. Donc en fait, c'est donc les deux panneaux là et les deux panneaux là, les deux panneaux d'extrémité en fait. Si je regarde, j'affiche la flèche avec les descriptions.
On voit effectivement que la flèche est déplacée donc à 4 endroits, ici à 6 et là légèrement au-dessus de 5. Je peux également regarder ce que ça donne, ce que m'a fait le logiciel dans ce contexte, d'un point de vue répartition des aciers. Donc on voit que aussi bien dans les directions principales et secondaires, que la répartition est pour l'instant uniforme. Donc là, ce que je vais faire pour faire passer la flèche, je vais modifier ce paramètre de ferraillage et je vais indiquer que je veux de la correction du ferraillage, que je veux que le logiciel m'augmente automatiquement le ferraillage pour faire passer la flèche. Donc ce paramètre-là, en fait, je vais l'appliquer uniquement sur ces panneaux-là. Et du coup, pour les autres panneaux, je vais créer deux autres paramètres réglementaires. Donc un que je vais appeler 0,2, dans lequel je vais enlever la correction du ferraillage et je vais limiter ma fissuration à 0,2 à la place de 0,4. Et je vais en créer un autre qui s'appellera 0,1 et je fais pareil, sauf que là, je limite à 0,1 parce que j'ai une flèche un peu plus importante à l'autre extrémité. Donc ce critère ce paramètre-là, je vais l'affecter au panneau 4 et le 0,2, je vais l'affecter au panneau 6. Voilà. Et si je lance le calcul, donc on voit que la flèche passe, mais comme on peut le voir là dans la direction secondaire, on constate que pour le panneau pour lequel j'ai demandé à robot d'incrémenter tout seul le ferraillage pour faire passer la flèche, en fait, il a automatiquement ajouté des aciers dans les zones dans lesquelles la rigidité était la plus faible, ce qui implique une répartition des aciers non uniforme, alors que là on constate que dans la direction secondaire, la répartition des aciers reste uniforme. Si je vais voir dans la direction principale, par contre là, on a une légère augmentation dans la direction principale sur cette dalle-là, du fait de la limitation de l'ouverture des fissures pour faire passer la flèche. Si je regarde la flèche, donc on est bien limité à 5 cm quelle que soit la dalle. Et si je regarde l'ouverture de fissure dans la direction principale pour ces panneaux-là, on voit bien qu'il a respecté le critère de 0,1 et de 0,2 pour les panneaux pour lesquels je l'ai forcé. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de dimensionner cette dalle-là. Donc je sélectionne mes panneaux et je les envoie vers le module de ferraillage réel. Donc pour pouvoir y voir quelque chose, je vais enlever les valeurs et les descriptions, voilà. Et pour l'exemple, donc je vais demander à un robot de ferrailler en barre et pour l'exemple, je vais forcer ce diamètre-là, donc du 20. Je vais laisser le robot calculer en automatique pour générer lui-même les zones en fait. Et puis je vais recréer moi manuellement les zones pour la direction X dans la nappe inférieure. Donc pour faire ça, je vais à l'onglet flexion et je passe sur la définition des zones de ferraillage en mode manuel. Donc je sélectionne les zones qui viennent de me créer et je les supprime. Donc là, il va me falloir créer des zones. Je vais commencer par créer une zone qu'on va appeler zone de base, qui va prendre l'ensemble de la surface du panneau. Pour cette zone, je vais garder les hypothèses sur lesquelles j'étais parti, c'est-à-dire du diamètre 20, et puis je vais supposer un espacement des barres tous les 24. Donc là, on voit que ce n'est pas suffisant. Et maintenant, il va me falloir créer des zones pour lesquelles, en fait, je vais m'aider des cartographies qui sont actuellement affichées à l'écran pour pouvoir placer mes zones. Donc là, clairement, il va me falloir une nouvelle zone ici. Je vais indiquer au logiciel que la zone de base pour cette zone-là, c'est la première zone que j'ai créée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une zone de base? C'est la zone qui va servir pour le logiciel. En fait, il va intercaler, dans la nouvelle zone que je viens de créer, il va intercaler les nouvelles barres en fait. Donc quand je coche la case à coche densification de la zone, et que je lui dis par exemple que je veux une barre dans cette zone-là, il va venir placer une barre entre chaque espacement de barre dans la première zone, enfin dans la zone de base. Donc là on voit que c'est pas suffisant. Je vais passer à 3. Et là on voit que c'est largement suffisant. Et j'ai deux solutions. Soit je vais passer en 18, 16 ça passera probablement pas. Voilà, donc j'ai deux solutions. C'est soit je passe en 18 avec 3 barres, ou alors je reste sur du 20 avec peut-être 2 barres.
Ensuite, donc là, moi, je vais rester sur cette solution-là et je vais créer donc une nouvelle zone ici, dans laquelle, a priori, il faut densifier le ferraillage. Donc toujours pareil, ici c'est ma zone de base, et je vais densifier à partir de la géométrie de cette zone de base. Donc là, je vais appliquer dans un premier temps 2 diamètres 20, 1 ça passera pas, donc admettons 2, pareil 18. Voilà, 18 a priori, et là c'est pareil, j'imagine que si on monte en diamètre 25 avec une seule barre, ça doit passer aussi. Après tout dépend la solution qui vous convient le mieux. Ici on a une zone qui est similaire à celle que je viens de créer, donc là je sais que ça va être exactement le même paramétrage, c'est-à-dire je vais partir sur 2 barres en diamètre 18. Il va en falloir créer encore 2 autres qui sont également similaires, celle-ci et celle-ci. Donc je vais paramétrer la première et j'adapterai le même paramétrage pour la seconde. Donc la zone de base est toujours la même, densification. Et je vais affecter un diamètre, 20 qui est largement suffisant. Si je passe en 18, peut-être même descendre encore un peu, oui, 16 ça passe. Et donc là je sais que, voilà, je peux appliquer le même paramétrage. Et enfin la dernière zone, donc qui sera ici. J'indique toujours la zone de base. Donc en 20 ça fonctionne. Voilà, alors là tout dépend. Tout dépend si j'estime cette différence de section d'acier de 0,03 cm² comme acceptable. Si j'estime que c'est pas acceptable, il faut passer en 20. Là, j'imagine que 0,03 cm², ça doit l'être, acceptable. Donc je vais rester sur cette solution. Une fois que j'ai fait ça, je lance le calcul. Donc là, bien sûr, je vais avoir un message d'erreur parce que là, j'ai une partie qui est en rouge qui m'indique que le ratio est proche de 1 mais inférieur à 1 en fait. Et j'ai une section d'armature qui est trop faible. C'est lié au fait simplement à ce petit écart ici. Et là maintenant ce que je peux regarder c'est la répartition de mon ferraillage réel, donc dans la nappe inférieure, et on voit qu'il respecte bien les zones que j'ai créées manuellement. Donc on va parler également de la vérification de poinçonnement qui est basée sur l'effort axial présent dans le ou les poteaux et sur la différence de moment de flexion qui est située de chaque côté du point de vérification. Donc pareil, on va utiliser le même modèle. Donc pour pouvoir faire la vérification de poinçonnement, il faut avoir déjà fait le ferraillage réel. Et donc là, on va dans le bureau dalle poinçonnement. Donc le principe, c'est qu'une fois arrivé dans le bureau dalle poinçonnement, la vérification en fait est déjà lancée automatiquement. Donc le logiciel va détecter les 2 poteaux qui poinçonnent la dalle et calcule automatiquement les périmètres critiques autour de ces 2 poteaux qui sont représentés ici. Alors il y a 3 codes couleurs dans ce module-là. En bleu, tel que c'est le cas ici, donc c'est bleu à la fois sur la représentation graphique ici et ici dans le tableau. Ça veut dire que le ferraillage en place et l'épaisseur de la dalle permet de reprendre l'effort de poinçonnement qui est à reprendre, qu'on retrouve ici, donc dans le colonne Q, et ça c'est l'effort admissible, U étant le périmètre critique. Les 2 autres codes couleurs sont, donc si jamais le cercle était passé en vert et les indications ici en vert, cela indique que le logiciel vous proposera une solution en fait dans cette colonne ferraillage en vous indiquant l'espacement des aciers transversaux que vous devez disposer dans le périmètre critique pour pouvoir reprendre et faire passer la vérification de poinçonnement. Et donc là, Q va devenir égal à Q admissible. Et le dernier code couleur, c'est quand tout passe en rouge. Et à ce moment-là, c'est qu'il faudra revoir la conception. La vérification de poinçonnement ne peut pas fonctionner du fait de l'épaisseur de la dalle ou voilà. Donc il existe 2 possibilités dans Robot pour dimensionner un voile béton. Donc vous pouvez l'exporter vers le module d'exécution s'il attribue éléments de construction, toujours donc ici situé dans le gestionnaire d'objets, s'il est défini sur voile. Le dimensionnement est alors réalisé en utilisant les efforts réduits situés au milieu de la coupe en pied de voile. Dans ce contexte, les moments hors plan sont négligés.
La seconde possibilité peut être utilisée lorsque les moments hors plan ne sont pas négligeables. Et cette solution consiste à ferrailler alors le voile comme une dalle. Et pour cela, l'attribut élément de construction doit être défini sur le plancher. Dans ce cas, les efforts dans le plan étant non négligeables, je vous recommande d'utiliser la méthode analytique pour le calcul du ferraillage théorique, plutôt que la méthode Wood-Hammer ou NEN, qui sont des méthodes simplifiées, puisqu'en utilisant cette méthode, vous prendrez alors en compte les efforts NXY qui sont négligés dans les deux autres méthodes simplifiées. Alors on va voir rapidement dans le modèle qui nous sert de base comment exporter et ferrailler un voile. Donc ici ma sélection est déjà faite, c'est le voile donc 40 que je vais exporter qui contient une ouverture. Donc là comme je l'ai exporté vers le module exécution, comme je l'ai dit durant la présentation, il n'est pas nécessaire de passer par l'étape du ferraillage théorique. Donc pour ça il me suffit de sélectionner le voile et je clique sur le bouton pour l'exporter. Donc là, il me propose également de récupérer les différents cas. Donc là, je vais récupérer les cas simples. Donc là, on voit que Robot a bien récupéré le voile avec ses dimensions, y compris l'ouverture. Si je vais voir ce qu'il m'a récupéré d'un point de vue charge, on voit que, comme je le disais dans la présentation, il a bien récupéré les efforts réduits en pied. C'est-à-dire que si je viens comparer ce tableau-là avec les efforts réduits de la partie RDM filtrée sur les bons cas et sur la bonne coupe, c'est-à-dire celle en pied, je retrouverai les mêmes valeurs. Ici, comme j'ai une ouverture, les paramètres de ferraillage qui seront utilisés seront donc ceux-ci. Là, si je lance le calcul, alors j'ai pas pris la bonne méthode, puisque là, voilà, il faut passer sur la méthode simplifiée parce que j'ai une ouverture. Donc méthode simplifiée qui est issue du BAEL dans ce contexte, puisque là j'ai choisi le règlement BAEL. Si je vais voir ce que ça donne d'un point de vue ferraillage, on voit que Robot a bien placé des ouvertures supplémentaires autour de l'ouverture, conformément à la méthode simplifiée. Donc le dimensionnement des poutres voiles est basé, lui, sur les résultats du ferraillage théorique. Les moments de flexion hors plan sont négligés, ainsi la détermination des sections théoriques est réalisée à partir des efforts dans le plan du panneau. Il est donc recommandé d'utiliser la méthode analytique également. Alors comme pour une poutre, il est possible de modifier les dimensions des appuis et de la section de la poutre voile après import dans le module dimensionnement. Donc là pareil, je vais vous faire voir comment on fait sur un modèle plus simple. Donc ce modèle, ça sera celui-ci. Et donc je vais m'occuper de cette poutre voile-là, qui est supportée par des poteaux qui font, comme on le voit là dans le gestionnaire d'objets, donc qui font 60 de haut. Donc je sélectionne ma poutre voile et il me suffit de cliquer encore une fois sur ce bouton-là pour l'envoyer vers le module de ferraillage. Donc là on voit que les appuis, ils ont besoin d'être modifiés. Ça changera uniquement la... Donc là je peux les passer à 0,6, comme c'est pour garder une cohérence avec la partie générale. Mais ça n'impactera pas en fait les sections d'acier, puisque les sections d'acier réelles sont basées sur la répartition des sections théoriques qui sont calculées d'un point de vue ferraillage théorique. Donc, si je lance le calcul, je peux regarder les résultats sous forme de cartographie, de la même manière que dans le module de ferraillage théorique classique, dans les différentes directions principales et secondaires et dans les différentes nappes. Et si je vais voir ce que ça donne d'un point de vue ferraillage, par défaut, Robot utilise une méthode mixte, c'est-à-dire qu'il répartit des trilles soudées et des barres dans le bas de la poutre voile. Alors sur la base de notre expérience, voici maintenant les erreurs les plus courantes commises autour de ce sujet. Donc la première est le calcul de la flèche d'un radis en utilisant la méthode de rigidité équivalente. En fait, il est inutile de vérifier cette flèche-là en prenant en compte la perte de rigidité, puisque le radis reposant sur le sol, sa déformation ne sera jamais supérieure à celle du sol. Il faut donc vérifier les déformations en exploitant les résultats issus de l'analyse statique élastique, donc via la boîte de dialogue de cartographie en exploitant les placements UZ. Alors n'activez pas l'option
coefficient d'élasticité constant qui est encadré en rouge dans la boîte de dialogue de définition de l'appui surfacique ou linéaire. En fait, pourquoi ne pas le cocher? C'est pour permettre au logiciel de recalculer les valeurs de kz pour chaque nœud d'appui en fonction de la distance de l'appui suivant, avec l'appui suivant. Cela vous permettra d'éventuellement modifier la densité du maillage pour un panneau sans devoir définir un type d'appui. Si cette option est active, la même valeur d'élasticité est appliquée à tous les nœuds d'appui, quelle que soit la distance avec les appuis voisins. Alors si vous obtenez ce type de message, c'est-à-dire direction du ferraillage pour le panneau X ou Y incorrect, vérifiez que la direction principale de ferraillage définie dans les paramètres réglementaires du panneau ne soit pas définie perpendiculairement au panneau. Et pour un cylindre vertical, la direction principale de ferraillage devrait être définie selon un repère polaire, chose que je montrerai dans un moment, ou suivant l'axe Z global. Alors lorsqu'aucune déformation n'est visible ou que les valeurs de déformation sont bizarrement extrêmement faibles, pour un panneau qui devrait a priori être déformé, vérifiez que vous n'avez pas appliqué par accident un appui surfacique à ce panneau. En fait, ça se produit souvent lorsque l'on copie un panneau qui est défini à la base comme un radier dans les étages pour en fait créer les dalles. Donc les cartographies appelées cartographies rectangulaires de ferraillage, donc ces cartographies-là qu'on peut voir qui m'ont servi en fait tout à l'heure pour définir les zones, ne représentent pas la répartition du ferraillage. Cette information est fournie par les indications qui sont encadrées en vert sur la capture d'écran, donc ici. Cette cartographie en fait est utile uniquement pour faciliter la définition des zones de ferraillage dans le cas d'une définition manuelle. Donc la définition du repère principal de ferraillage selon un repère polaire est utile pour les dalles circulaires, mais aussi pour les cylindres par exemple. Alors pour la vérification de poinçonnement, Robot essaie de correctement détecter le type de poteau afin de calculer correctement le périmètre critique. Dans le cas où le poteau n'aurait pas été automatiquement correctement classifié, vous pouvez modifier le type en choisissant celui qui correspond à votre cas dans la liste déroulante. Puisqu'en fonction de ce type-là, en fait, le périmètre critique dépend du type. Alors, dans le cas dans ce type de situation, c'est-à-dire quand vous avez ce message-là en marron, où on vous dit que le ratio entre armature réelle et armature théorique est égal à 0, dans certaines zones. Si ce message-là apparaît, vérifiez que les zones que vous avez définies manuellement couvrent l'ensemble de la surface de la dalle. Si cela se produit alors que vous n'avez pas défini des zones manuellement mais que vous laissez le logiciel faire en automatique, souvent, changer le type de grille en régulière permet de résoudre le problème. Alors pour les modèles importants, si vous souhaitez dimensionner les dalles uniquement sur charge verticale, vous pouvez décider de travailler uniquement sur une partie de structure isolée et sauvegarder cette structure isolée dans un fichier à part entière. Donc, je vais vous montrer comment faire cela dans le modèle, donc dans ce modèle-là, pas dans ce modèle-là, dans celui d'avant. Voilà. Donc, je vais repartir dans le bureau géométrie. Voilà. Et donc, je vais me mettre dans un plan. Et l'idée va être d'isoler, par exemple, ces deux étages-là pour dimensionner en fait la dalle qui est au milieu de ces deux étages. Donc l'idée c'est de sélectionner tous les objets qui doivent être isolés. Et après avoir fait la sélection, je vais dans Structure, à nouveau Structure, et enregistrer sous structure. Là je lui donne un nom. Et après enregistrement, il me suffit d'ouvrir le modèle que je viens de créer, donc test sub. Et le robot va récupérer à la fois l'ensemble des données géométriques, mais aussi les chargements, les types d'analyse, ce genre de choses. Donc là, on avait défini une analyse sismique, etc. sur ce modèle. Là, bien sûr, il ne faut pas réaliser l'analyse sismique sur un modèle qui serait scindé de la sorte. Sinon, étant donné que de toute façon le modèle n'étant pas complet, sa rigidité n'étant pas bonne, les modes de vibration ne seront pas non plus corrects. Donc je vais supprimer l'analyse dynamique et je vais appuyer le modèle en fait. Donc à la fois en haut, sur les étages du haut, enfin sur les nœuds du haut plutôt, de façon à simuler la présence des voiles des étages supérieurs, mais aussi en bas
pour les étages du dessous. Voilà. Et à partir de là, c'est classique. L'idée, c'est de lancer le calcul statique. Et par la suite, on lancera le calcul du ferraillage théorique uniquement sur la dalle, en fait. Voilà, donc après, on va dans le ferraillage théorique et je vais faire le dimensionnement uniquement donc sur ce panneau-là, le 1598. Et comme je disais tout à l'heure, il faut bien faire attention dans ce cas-là à décocher effort dimensionnant moyenne globale, parce que comme on a des voiles qui sont hors plan de la dalle, on risque de lisser des choses qui ne devraient pas être lissées. Donc là, je coche les différents états limites et je calcule la dalle. Et donc après calcul, de la même manière que d'habitude, je pourrais afficher les résultats de ferraillage théorique dans les différentes directions qui ont été paramétrées dans les paramètres réglementaires. Donc direction principale en nappe inférieure ou en nappe supérieure dans la direction secondaire, etc. Alors nous avons décidé de créer cette slide de façon à clarifier la façon dont est orientée la direction principale de ferraillage et quels sont les côtés des panneaux supposés comme étant les faces supérieures ou inférieures. Donc il faut savoir que le ferraillage principal est toujours nommé AX, même si la direction principale de ferraillage est orientée suivant l'axe Y du repère global. Donc vous orientez la direction du ferraillage principal ici dans cet encadré bleu. Si vous laissez sur automatique, la direction peut potentiellement être différente par panneau, puisque la direction principale de ferraillage sera orientée conformément à l'axe local X de chaque panneau. Sinon, vous pouvez la forcer pour toute la structure suivant un des axes cartésiens. La direction donc secondaire est toujours elle notée AY, et plus et moins correspondent respectivement à la face supérieure et inférieure du panneau en fonction de l'orientation du repère local du panneau. Donc dans le cas où dans le module de ferraillage réel des dalles, le module afficherait une répartition identique des aciers en nappe inférieure et supérieure, vous pouvez réinitialiser l'affichage en sélectionnant la nappe que vous souhaitez visualiser dans le menu armature. Il est possible d'afficher les représentations des aciers hauts et bas en même temps dans le module de ferraillage des dalles, et pour cela il suffit d'aller sélectionner armature supérieure et inférieure dans le menu armature. Alors un dernier point, c'est la vérification de poinçonnement ne peut pas être réalisée pour les poteaux qui sont définis sous des poutres, même si celle-ci est dans le plan d'une dalle. Et nous souhaitons également rappeler qu'il est possible donc d'ajouter des diamètres de barres d'armature ou des nouvelles nuances d'acier dans la base de données. Et pour cela, il suffit d'éditer la base de données en se rendant dans le menu Outils, Préférences de la tâche. Et ensuite, on clique sur le bouton qui est encadré sur la capture d'écran, afin d'ouvrir et d'éditer la base de données. La même chose est également possible sur les treillis soudés après avoir sélectionné treillis soudés dans la rubrique catalogue des préférences de la tâche. Donc avant de terminer, nous souhaitions vous informer de la disponibilité du Autodesk Knowledge Network, où vous trouverez les articles techniques traitant des sujets couverts lors de ce webinaire, mais également beaucoup d'autres. Donc à partir de maintenant, nous vous invitons à poser vos questions via l'application de GoToMeeting, et puis on essaiera d'y répondre. Si jamais on n'a pas le temps d'y répondre, n'hésitez pas à les poser sur notre forum, et dans tous les cas, on répondra aux questions posées durant la présentation sur le forum. Donc on a déjà des questions qui ont été posées pendant le webinaire. Donc par exemple, une question quand tu montrais l'orthotropie, donc quelle différence entre une dalle orthotrope avec un modèle de calcul simplifié type diaphragme du point de vue de transfert des charges, savoir si c'est équivalent, etc. Donc il faut pas tout à fait, peut-être que ça peut être équivalent, mais il faut pas tout à fait confondre répartition du chargement et la façon dont une dalle orthotrope peut fonctionner, parce que le fonctionnement orthotrope reste valide pour la transmission des efforts internes, même si la dalle n'est pas elle-même chargée. Donc voilà, c'est. Puis l'idée de la définition d'une orthotropie, c'est qu'on modifie la rigidité de la dalle dans une des directions,
et le transfert d'effort étant réalisé au prorata des raideurs, si dans cette direction-là la raideur est différente ou faible, eh bien on limite ce transfert d'effort en fait. Donc il y avait une question qui était pourquoi quand il y avait le paramétrage du ferraillage de la dalle, pourquoi il y avait deux valeurs de WK à renseigner pour la fissuration, et en fait c'est pour chaque face de la dalle, face supérieure et face inférieure. On peut très bien imaginer avoir des valeurs différentes. Une autre question qui posait, est-ce que la vérification de la flèche de la dalle reste possible même quand le ferraillage qu'on a réalisé, c'était dans l'exemple où tu montrais la réalisation manuelle du ferraillage, même quand le ferraillage réalisé, on avait un manque, un léger manque, il y avait 0,03 d'écart. Donc je pense que oui, après on peut refaire le calcul de vérification par rapport à la flèche, voilà. Le ferraillage, enfin, il y a une erreur parce qu'on n'a pas atteint la valeur requise, mais le ferraillage reste valide et peut-être on peut vérifier et réinjecter ça pour le calcul de la vérification de la flèche. Après, c'était justement pour cette raison que on avait indiqué dans une des diapos, je ne sais plus laquelle, que il est peut-être, alors après avoir en fonction des cas, bien sûr, c'est pas une généralité, mais quand on réalise le calcul du ferrage théorique, il vaut peut-être mieux forcer dans l'onglet ferraillage des diamètres qui seraient supérieurs à ceux qu'on attendrait, de façon à ce que quand on a des petits écarts comme celui qu'on a vu tout à l'heure dans le ferraillage réel, qu'on n'ait pas finalement de doute sur ce que ça peut donner d'un point de vue fissuration ou flèche en fait. Chose que si j'avais indiqué des diamètres de barre dans la partie ferraillage théorique, j'aurais donné des diamètres de barre un peu plus légers, donc j'aurais eu moins de sections d'acier théorique. Mais par contre, est-ce que ce petit écart-là me permettrait toujours de faire passer la dalle en fissuration ou en flèche? Pas évident. Et ça, il faut le vérifier. Il y avait une question qui concernait le poinçonnement. Est-ce que le poinçonnement fonctionnait avec des dalles dont on a défini par exemple une orthotropie des dalles à nervures, etc. Donc j'ai dit que c'était un point à vérifier, mais il me semble parce que en fait Robot pour ce type de dalle-là d'orthotropie n'a pas réellement une mise en place physique des nervures, mais fonctionne avec une épaisseur équivalente. Donc en tant que tel, on peut quand même faire une vérification, on va dire, d'un point de vue calcul du poinçonnement. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, ou si quelques points n'avaient pas été clairs. Il y avait des questions par rapport à l'enregistrer sous structure, en fait. Savoir si on pouvait récupérer des modifs faits dans le fichier principal. Alors il y a une option qui est là pour ça, pour récupérer, je sais pas, un changement de géométrie ou d'épaisseur ou quelque chose dans ce goût-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer là. Ah. Une question qui
n'est pas vraiment en rapport avec le sujet qui était le ferrage des éléments surfaciques. On répondra aux questions, disons, qui sont un petit peu hors sujet sur le forum. Donc la semelle filante, on l'a vu dans la semelle filante sous voile. On l'a vu dans la présentation, donc que vous pourrez retélécharger après ou visionner sur YouTube. C'est dans le module semelle isolée que la semelle filante, en récupérant les nœuds appuis sous le voile, donc les efforts, les réactions à ces nœuds sont transférées, linéarisées. Donc dans le module, la partie semelle filante du module semelle isolée. On peut le refaire hein, si nécessaire. Donc c'était ce voile-là par exemple. Et donc l'idée, c'est de sélectionner, donc comme je disais, les nœuds qui sont en pied, donc qui appartiennent à l'ensemble de l'appui linéaire. Donc moi tout à l'heure je l'avais fait par la boîte de dialogue de sélection, mais là on peut le faire par exemple comme cela. Et là je vois que normalement mes nœuds doivent être sélectionnés. Voilà. Bon, je vais le faire par la boîte de sélection du coup. Et donc je lui demande de sélectionner uniquement les nœuds qui sont des appuis et qui appartiennent à ce panneau-là, donc c'est ces nœuds-là. Je désélectionne tout. Et là, donc je clique sur ce bouton-là. Voilà, c'est cette procédure-là qu'il faut suivre. Donc. Et ça, c'est possible uniquement depuis la version 2015 de Robot. Avant, ça, c'était pas possible. Voilà. D'autres questions? Il reste quelques minutes ou... Ok, donc nous allons terminer là ce webinaire. Rendez-vous, je crois, Attendez. Le 9, ce sera le 8. Le 9 juillet, 8 juillet pour le webinaire de nos collègues en anglais, et donc le 9 juillet, donc pour ces trucs et astuces diverses dans Robot. Merci d'avoir assisté à ce webinaire, et au prochain sans doute. Merci.